Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie? Bonjour Lucille, je suis ravi de te retrouver pour une émission Et comme en vie, épisode numéro 4 et on change de siège. Aujourd'hui, c'est moi qui vais jouer l'animateur et toi qui vas être en première ligne devant le feu des projecteurs. Je sais que c'est pas ce que tu préfères, mais voilà, peux-tu s'il te plaît Lucille, dans cette émission, nous parler un petit peu de toi pour une fois? Oui, alors merci Mickaël. C'est vrai que là je suis au feu. Pourtant j'ai l'habitude des émissions de télévision. Je suis habituée à la radio. Je suis habituée à tout ça. Mais comme le thème de Et comment vie, c'est aussi quelque chose d'assez intimiste où on se livre. Résultat, j'ai peur. Voilà, je suis d'abord et avant tout une très grande introvertie. Ça ne se voit peut-être pas comme ça parce que voilà, comme tout introverti contrarié, je peux être assez pitre, et puis surtout bavarde. Enfin, je veux dire, je suis à l'aise, voilà, mais je suis à la base une très grande introvertie, une très grande solitaire, et puis à vivre dans une grotte. J'ai ma grotte à l'intérieur de moi, ma grotte extérieure. Je suis très secrète également. Hmm. Alors, on a beaucoup de Oui, chance aujourd'hui de pouvoir. Je suis sûr que pas mal de gens vont pouvoir se reconnaître à l'intérieur de cette façon d'être à l'intérieur. Et oui, j'aimerais que tu nous parles de ton joli métier, la communication animale, que tu exerces, si je ne me oui. trompe, depuis presque 30 ans. C'est Oui. quoi pour toi la communication animale? Qu'est-ce que tu fais? Euh, c'est être. Il y a toute une partie où je suis connectée à l'animal, bien sûr, mais il y a aussi toute une partie où je suis simplement qui je suis. Alors, qui es-tu, Lucie? Une part animale avant tout, une part animale, une part âme animée, quelque chose d'extrêmement instinctif aussi. Toutes ces choses que quelquefois on peut soit reprocher, soit envier, ou même carrément singer de l'animal. Je pense que si on s'écoute soi, euh, on rentre là-dedans. Et effectivement, c'est pas forcément ce qui est le plus admissible dans la société, parce que d'un seul coup, on devient un peu brut de décoffrage, parce que c'est quelque chose qu'on a ressenti et dont on doit faire part. Et je pense que parler dans la communication animale, c'est aussi oser. Bien sûr qu'on a nos filtres d'éducation, nos filtres de langue, nos filtres de vocabulaire, mais c'est aussi oser cette franchise animale, brute de décoffrage, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qu'ils ont à dire. Et, et pour nous, humains, quand on travaille en communication animale, c'est comment on le porte dans la traduction pour que ce soit entendable par l'autre, mais pas dans l'interprétation. Je trouve que ça, c'est fondamental. Moi, je ne suis pas là pour interpréter quoi que ce soit. Je ne fais pas de lecture corporelle, de comportementalisme, d'éducation canine ou féline. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est plus un discours de cœur à cœur et d'âme à âme. Oh, c'est très Oui, joli ça. Donc, en fait, on oui. entend tout le temps, il leur manque que la parole. Alors Ils l'ont. finalement, par la communication animale, donc tu entres en communication avec l'animal, le compagnon de vie, et Oui. leur redonnes la parole, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. La parole, ils l'ont. Je pense que la problématique, c'est pas qu'il ne leur manque que la parole, c'est que l'humain, il ne lui manque que les oreilles du cœur. C'est un handicap humain, le fait de devoir faire de la communication animale. Je suis obligée de combler un handicap humain. Je ne suis pas du tout en train de rendre ou de donner la parole à un animal. Parce que lui, là, le problème, c'est le vide un peu interstellaire en face. Ah, je comprends ce que tu veux dire. C'est très intéressant de le voir dans ce sens-là. Tu vois, Oui, on met toujours l'animal inférieur et l'humain supérieur,
Donc, il manque quelque chose à l'animal et toi, tu es en train de nous dire là qu'il manque quelque chose à l'humain. C'est vraiment très intéressant ce que tu racontes là. Ah, mais je suis profondément spéciste, hein, tu sais. Les antispécistes disent qu'il n'y a pas, on ne doit pas faire de différence entre l'animal et l'humain. Moi, je suis profondément spéciste dans la supériorité de l'animal. Tu vois, je ne suis surtout pas antispéciste parce que être antispéciste, c'est les rabaisser. Tu comprends? Oui, c'est absolument génial ce que tu racontes là. Alors, je comprends que ça puisse profondément déranger quand tu tiens ce genre de discours. Et en même temps, je vois à quel point c'est essentiel, surtout dans un temps comme celui-ci, on va y revenir juste après, qui est la période de confinement, Oui. de voir que l'humain a un problème et pas l'inverse. Ah oui, 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 c'est évident. Après, l'animal, il ne faut pas, si tu veux, tout mettre sur un piédestal non plus. Ils ont aussi des problèmes, et dont un problème majeur qui est celui de côtoyer l'humain pour le domestique ou pour le sauvage et trouver sa place près d'une espèce différente et d'une espèce qui va, dans tous les cas, le réguler et le mettre sous domination, quoi qu'on en pense. Donc, c'est compliqué. Et quelle preuve d'intelligence pour accepter ça? La domestication, c'est un truc incroyable. C'est un animal qui accepte, pour une pseudo-sécurité, d'être en amour incommensurable de la naissance à la mort, quitte à être tué dans l'euthanasie ou la bouffe. C'est un truc, moi, je ne peux qu'être subjuguée de ça, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont dupes. Donc, ils le savent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en amour incommensurable dans ce genre de contexte? Ah oui, je veux bien partager la réponse que tu pourrais avoir là-dessus. Qu'est-ce que c'est être dans l'amour incommensurable? Être dans l'amour incommensurable, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement et que l'autre est accepté comme il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être agressif ou mordre quelqu'un qui est volontairement mauvais ou méchant, qu'on ne va pas essayer de le fuir, qu'on ne va pas l'attaquer, qu'on ne va pas refuser qu'il nous approche. Mais dans les cas où ça se passe bien et où l'animal sent l'amour et reçoit de l'amour de son humain, même si ça n'est pas forcément l'amour dont il a besoin au niveau de son éthologie et de ses besoins, eh bien, au-delà de toute attente, il va ouvrir son cœur et accepter, et être en amour et faire progresser l'autre. Ce sont des choses que je ne m'explique pas. J'ai beaucoup d'émotions à en parler parce que je ne me l'explique pas. Je trouve qu'en ce moment, par exemple, l'humain qui vit le confinement, et on voit à quel point l'humain peut mal vivre le confinement. Je vais prendre un exemple simple pour les chevaux qui vivent beaucoup le confinement. Là, je ne parle pas du fait qu'il y ait séparation entre le propriétaire et le cheval en ce moment, qui est très dur à vivre voilà, pour les propriétaires et aussi parfois pour certains chevaux. Je parle du cheval qui vit dans son box 22 heures par jour. Pendant 20 ans. Et là, on va nous faire des pataquès pour 15 jours. Je trouve ça, puisse ce confinement ouvrir le cœur des humains sur ce qu'il fait subir. Il y a des chiens qui sont confinés dans des cages à l'intérieur de leur maison. Il y a les oiseaux, ceux qui aiment les oiseaux, qui restent dans leur cage. Ceux qui ont un aquarium. Ceux qui ont des vivariums. C'est très, très puissant ce que tu dis là. C'est vrai qu'on se rend compte que l'humain, en ce moment, est en train de nouveau de se regarder le nombril. En disant, Oui. moi, je suis confiné, je.
mais c'est vraiment, waouh, c'est vrai qu'il est temps que le regard s'ouvre sur, vous voyez ce que vous faites vivre aux animaux, sous Et prétexte puis, d'aimer un animal euh, domestiqué. oui, puis tu sais, Michael, il y a aussi autre chose, c'est que, par exemple, on peut beaucoup parler des élevages. Donc, bien sûr, les élevages intensifs de poulets, de lapins, de porcs, bien sûr, bien sûr. Il faut que l'on puisse avoir un cœur ouvert par rapport à ça, dans notre propre consommation. Hein. Donc, dans qu'est-ce que l'on fait de cela. Mais il n'y a pas que ça. Il y a dans mon quotidien, j'ai un aquarium. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une cage avec un hamster, 2 hamsters. Je ne les laisse pas sortir dans la maison, mais même si je les laisse sortir dans la maison, comment ils font leur terrier? Comment on fait ça? J'ai des oiseaux enfermés parce que j'aime les oiseaux, donc j'ai une volière. J'ai un chien qui bouge beaucoup. J'ai pris un malinois dans un studio, donc pour pas qu'il détruise une grande cage, parce que j'ai aussi le droit d'avoir un malinois. Ce sont des exemples pris comme ça un petit peu au hasard, mais puisse le confinement nous amener à sur notre propre chemin, parce que là, vivant le confinement, certains peuvent avoir l'impression de vivre dans une cage. C'est pas ma sensation à moi, parce que moi, c'est pas une cage, c'est une grotte, et une grotte, c'est merveilleux. C'est très différent. Oui. Dis-moi, Lucille, c'est passionnant ce que tu dis là. J'ai envie d'aller creuser un petit peu. Tu me permets de creuser un peu dans cette grotte? Écoute, creuse, je ne sais pas ce que tu vas trouver. Est-ce que tu fais un lien sur qu'est-ce qui t'a mis en grotte? Quelle est ta mise en grotte aujourd'hui? Qu'est-ce qui a amené un être humain, puisque tu es un être humain malgré tout, même si tu parles d'âme animale, tu fais partie de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui t'a amené à penser de la sorte, à avoir un cœur tellement ouvert? Ce qui dérange, ça je l'entends, mais qu'est-ce qui t'a amené à avoir un cœur aussi ouvert pour les animaux? Je crois qu'ils ont été là, contre toute attente, quand j'étais seule. Mais très petite, hein. 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans. Ils sont devenus comme un référent, un peu comme si j'avais été Mowgli, tu vois. Ma référence, c'était, oui, les animaux dans la nature, dans tout ça. Même mon apprentissage de la sexualité, tu vois, ça a été de regarder les animaux. J'ai pas, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, tout est normal, tu vois. J'ai pas du tout de normes humaines par rapport à ça. Il y a des tas de conventions humaines que je ne comprends pas, liées au mariage, à la sexualité, à des tas de choses, parce que ça n'a pas été mon modèle de référence dans ce que j'ai vu dans ma prime enfance avec les animaux. D'accord. Ça me fait penser à ces animaux où on parle de sevrage, tu sais, quand ils sont enfants. Est-ce que Oui. tu dirais que ce sont les animaux qui t'ont permis ce sevrage dans ta vie? D'être sevré des humains, tu veux dire? Oui. Oui, effectivement, j'ai eu une espèce de sevrage humain. Euh, je crois qu'il y avait aussi quelque chose qui m'indisposait profondément chez les humains.
le fait qu'il faille leur répéter 36 fois la même chose et que ça ne rentre pas, quoi, qu'il y a un problème de neurones, et l'aspect extrêmement bruyant des humains. Et donc, les animaux étaient et sont toujours ce refuge de non-bruit. Je ne dis pas qu'ils ne font pas de bruit, ils peuvent faire du bruit, voilà. Mais à côté des humains, honnêtement, c'est rien du tout, quoi. Donc, il y a cette notion de calme, de paisible, quelque chose d'économiser ses forces, d'utiliser ses forces à bon escient. On se disperse pas. Voilà, dans le monde animal, il y a peu de dispersion de forces comme ça. On se canalise parce qu'il peut arriver quelque chose de grave, donc on garde ses forces. Et puis, cette notion de non bruyant. Voilà, c'est extrêmement bruyant, les humains. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, Oui. on voit le niveau de bruit qui baisse en ce moment, ce qui Oui, laisse à la nature la possibilité de revivre. oui. Ouais. Très bien. Mais c'est, Oui, dis donc, tu as quand même dit des choses là assez intimes. Je te remercie pour ta confiance. bah, merci à toi, Michael. Oui, il y a cette notion de refuge, cette notion de douceur aussi chez l'animal. Je pense que quand on va se blottir contre un animal ou qu'un animal se blottit contre vous, il ne fait pas ça parce qu'il essaye de vous voler un truc ou parce qu'il a un intérêt. Il ne veut pas vous bouffer un truc. Je pense là au sens moral et émotionnel. Hein. Bien sûr, on a les chevaux qui peuvent s'approcher parce qu'ils veulent une carotte, on est bien d'accord. Là, je ne parle pas de ça. Je parle bien de la notion de venir et d'être juste dans l'échange énergétique, l'échange de douceur. On sait que l'autre est là et l'autre sait qu'on est là. C'est ça aussi, l'amour incommensurable. Mais il n'est pas venu parce qu'il avait à ce moment-là besoin d'un truc. On sent très bien qu'il y a un posé dans l'échange, dans quelque chose de gratuit, de non pervers dans le sens de pomper l'énergie de l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose de propre à l'humain. Hein. Là, moi, les 1 mètre pendant le confinement, je fais ouf, quoi, parce que je sens parfaitement quand des humains, même à la queue, dans un supermarché, viennent se coller derrière moi pour me pomper l'énergie. Ils sont des voleurs, quoi, quelque chose de vol d'énergie. On n'a pas l'animal là-dedans. Au contraire, ils sont toujours donnés, partagés, être attentionnés. Tout à fait. Tu m'invites à l'introspection. C'est vraiment, c'est très très chouette cet échange. Tu m'invites à l'introspection. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un partenariat tous les deux. Je pense que ça n'est plus caché, que les gens commencent à comprendre ça, où on s'est dit, OK, tu as eu cette grande intelligence de te dire, OK, je me consacre à l'animal et l'humain, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon truc. Alors, on va partager les compétences avec quelqu'un d'autre et on va pouvoir apporter aussi à l'humain, parce qu'en soignant l'humain, on apporte du bien-être, conséquences heureuses, tu aimes le dire, euh, du bien-être à l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que quand tu fais un soin à l'animal, tu parles souvent de conséquences heureuses lorsque ça apporte aussi à l'humain. Donc, on a décidé de travailler ensemble pour que tu puisses te consacrer à l'animal et moi à l'humain pour que les soins soient désormais des deux côtés, puisque l'animal prend Oui, le mal de l'autre. Alors, on doit aussi s'intéresser à l'humain pour que l'animal puisse guérir. oui, puis ils amènent leur humain sur une pente de guérison, une pente, une montée. Hein, c'est pas la pente pour descendre, mais bien une pente pour grimper, pour s'élever dignement aussi. Et c'est vrai que quand on travaille avec le choix que j'ai fait d'être uniquement avec l'animal, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser un animal en détresse qui appelle au secours pour son humain et un humain sans soin. Donc cet animal qui appelle
hein, qui parle de soins pour son humain, il faut orienter. Et ça, c'est une très, très belle rencontre avec toi, oui, Michael, parce qu'effectivement, l'humain va avancer grâce à la communication animale, à la médecine chinoise, des choses qui ne s'autorisent peut-être pas pour lui à un moment donné de désespoir. Il va oser la communication animale, il va oser la médecine chinoise, et d'un seul coup, ça va le nourrir pour que lui, il s'ouvre aussi à d'autres types de médecine, d'autres types de soins. Donc, oui, il y a des conséquences heureuses dans la pratique pour l'animal, il y a des conséquences heureuses. Effectivement, c'est un terme que j'aime beaucoup. Moi, le but n'est pas l'humain, mais il y a des conséquences heureuses dans ce que je fais pour l'humain. Mais comme lorsque je joue du tambour et que je chante et qu'on le fait ensemble, il y a d'abord des grands partages de musique, parce que ça, c'est aussi une partie importante de ma vie, la musique. Et il y a des conséquences heureuses. La musique, c'est quelque chose de profondément interne et égoïste. Et il s'avère que quand on le fait, l'autre qui a des oreilles entend. Et si ça ne lui fait pas de mal, et que ça peut même lui faire du bien, bon, voilà, même si ce n'est pas l'objectif recherché, l'objectif premier est d'abord soit l'alchimie interne de la musique. Et je trouve que ça se ressemble énormément avec ce que l'on fait en sonothérapie et les méditations que l'on va faire avec et pour les chevaux notamment. Pour moi, tout est comme ça, tu vois, un peu, je ne sais pas comment dire, mais un peu une montée d'échelle quand on voit le dessin de l'ADN, tu vois, il y a quelque chose qui tourne comme ça, et qui monte sur toute cette échelle-là, qui est l'alchimie interne, et puis on grandit tout au long de la vie comme ça, tout doucettement, chacun son rythme. C'est ça la vie. Exactement, c'est ça la vie. Oui, C'est d'autant plus intéressant et crucial ce que tu es en train de dire, puisque on en entend voilà, des thérapeutes et des thérapeutes et des thérapeutes. Là, en ce moment, c'est quelque chose qui devient à la mode, on va dire, à notre grand regret à tous d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que du chouette là-dedans. Et là, je trouve ça profondément honnête ce que tu dis, parce que tout bon thérapeute doit commencer par soi-même. Voilà. Quel oui, thérapeute peut se dire aujourd'hui totalement tourné vers les autres? J'entends ça en permanence et je trouve que c'est un non-sens, et je pense que tu vas partager mon avis, c'est un non-sens que d'être entièrement tourné vers les autres ou entièrement tourné vers soi-même. Il y a d'abord à travailler sur soi pour pouvoir ensuite emmener l'autre, qu'il soit humain ou animal ou végétal ou minéral, vers un chemin de guérison. Et je trouve ça profondément honnête de ta part de dire, OK, moi je le fais de façon, tu emploies le terme égoïste. Bon, je trouve que ça ne l'est justement pas. Je trouve que ça oui. n'est justement pas égoïste. Moi, je trouve que je pratique l'égoïsme positif. C'est aussi c'est une notion qui est très importante dans le bouddhisme, ça, l'égoïsme positif. Si on essaye de le traduire un petit peu dans le monde dans lequel on vit, c'est essayer de se dire que nous devons, même si je suis païenne par rapport à l'image que je vais prendre maintenant, l'image, c'est le Père Noël. Et le Père Noël, il doit faire d'abord son plein de cadeaux, et donc il doit se remplir, et ainsi il peut en mettre dans sa hotte, et là, il peut enfin être disponible pour une éventuelle distribution. Mais si le Père Noël n'a pas rempli sa hotte, donc s'être rempli lui et rempli sa hotte, qu'est-ce qu'il peut bien distribuer? Je ne C'est une sais pas, magnifique, à part porter une hotte vide et en avoir plein le dos, je ne sais pas ce qu'il peut distribuer. magnifique image. Merci beaucoup. Je pense que ça va parler. Voilà, là, ça ne peut que être limpide. Alors, tu as Oui, déjà, voilà, on arrive au terme hein, de cette émission qui est un format court. Euh, donc, encore une fois, merci de tout ce que tu nous as dit. merci Michael. Et allez, pour terminer, je sais que tu as l'habitude de demander, même si tu as déjà passé de très beaux messages qui te sont propres et qui sont mais profondément honnêtes, euh, quel est le message que le monde animal, ou toi, aurais envie de transmettre en cette période de confinement, dans laquelle tu es très créative d'ailleurs,
Mhm. Quel est le message que tu aurais envie de transmettre en dernier mot? Il faut mieux aimer peu mais bien. Il vaut mieux aimer peu, mais bien. C'est très intéressant. Ça casse de l'image de ce qu'on entend partout, là où tout le monde devient subitement aimant envers toute la planète. On ne les avait jamais entendus avant, mais là, subitement, ils deviennent très aimants. Bon, super, tant mieux, hein, tant mieux si l'humanité s'élève, tant mieux. C'est, tu sais, dans ce que je viens de dire là, c'est comment, à notre niveau, nous, nous posons des actes qui peuvent sembler insignifiants. Ce midi, j'ai cueilli du pissenlit pour la salade et j'ai aimé plusieurs pieds de pissenlit en leur demandant l'autorisation de cueillir et en les remerciant pendant la cueillette et après en mangeant la salade. C'est ça, aimer peu, mais bien. Dans le sens Pendant où ce tu n'as pas, moment-là, ouais. dans le sens où tu n'as pas pris la totalité de tous les pissenlits du jardin avec leurs racines. Oui, voilà, c'est ça. J'étais concentrée sur ceux à qui je demandais l'autorisation et qui me disaient oui, et j'étais en connexion avec eux. Et ça veut peut-être dire pour certains que j'ai aimé peu, mais là, j'étais en osmose. C'est fabuleux. Vraiment, merci beaucoup, Lucille. J'espère que chacun a apprécié, autant que j'ai apprécié cette rencontre, qui est plus Bah, merci on se connaît beaucoup. déjà, hein, mais c'est voilà, un dialogue vraiment, vraiment, vraiment chouette. Oui. Merci Et puis beaucoup. continuons d'être créatifs pendant Oui, cette période. oui, Hein, je trouve que ça, c'est vraiment important. C'est comment on ouvre le cœur et le mental sur la créativité, comment on ose faire des choses dont on n'avait peut-être pas le temps, mais allez, que l'on n'osait peut-être pas faire. Là, osons. Voilà, osons. osons. Restons là-dessus. Osons, oser, et on va pouvoir créer une autre façon d'être au monde. Oui, voilà, Merci c'est beaucoup, tout à fait Lucille. ça. Merci beaucoup, Michael. Et à très bientôt de te retrouver pour les interviews d'autres belles personnes qui vont venir. Oui, la liste est longue. Je reprends la main après toi et on a un calendrier chargé. Un Exactement. grand merci. Merci à toi et à très bientôt. À Salut. très bientôt. Salut.